Alors avant de commencer ce conseil municipal, j'ai à mes côtés M. Paoletti, qui est le chef de l'UDA et l'architecte des bâtiments de France, qui va vous faire la présentation d'une question qui est d'actualité en ce moment sur notre commune, celle du PSMV, plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui a été adopté à l'expression de son concours dans ce même conseil municipal à l'unanimité et dont la concertation a été approuvée dans ce même conseil municipal à l'unanimité. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à M. Paoletti qui va vous présenter ce périmètre de plan de sauvegarde et de mise en valeur et vous pourrez bien entendu lui poser des questions. Merci. Bonjour à tous, merci Monsieur le maire pour votre accueil et enchanté d'appliquer à mon premier conseil municipal. Et donc je pourrais répondre à des questions sur cet objet réglementaire qui est le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui va faire l'objet d'une enquête publique, et aux questions que vous pouvez utiliser sur ce règlement. Donc c'est on voit son périmètre ici, je crois qu'il fait 69 hectares et il a été validé en 2005. Donc le principe des plans de sauvegarde et de mise en valeur, c'est que avant la loi L4 de liberté de création d'architecture et de patrimoine en 2016, on appliquait un périmètre, qui est le cas à Aigement, donc il est appliqué, et on écrivait le règlement on écrit le règlement par la suite. Donc maintenant le règlement est écrit et tout l'ensemble va faire l'objet d'une enquête publique pendant l'été. Comme vous le savez, c'est un règlement à part entière qui se substitue au plan local d'urbanisme. Et il y en a 120 en France. C'est André Malraux qui a créé ça. Les premiers, ça devait être Sarlat, on connaît très bien le Marais parisien, voilà, il y en a des plus récents. Et donc ce règlement est plus fort qu'un PLU puisqu'il va aller dans les bâtiments, dire aux propriétaires, privés, publics, cette cheminée est intéressante, il faut la conserver, cet escalier il est remarquable, voilà, il y a des choses à améliorer. C'est le seul document d'urbanisme, c'est un document d'urbanisme qui rentre dans les bâtiments. Voilà. Alors, nous sommes, vous voyez, juste avant la longue flèche rouge. C'est un long chemin administratif pour faire aboutir des documents comme ça, parce que ça a demandé énormément de travail aux chargés d'études en lien avec les services du ministère de la Culture et la commune, qui est effectivement la première concernée. Donc, tout ce travail est fait. Il y a des pièces obligatoires dans ce document, c'est le rapport de présentation, qui est une vaste analyse du territoire et qui va déboucher sur les deux documents qui vont fonder le règlement. C'est le plan graphique qui attribue des valeurs patrimoniales aux maisons et qui donne des alignements à conserver, des espaces publics à qualifier, etc. Et le règlement à part entière, qui est un règlement écrit, et puis il peut identifier, in fine, ce règlement écrit, quelques parcelles où il y a des choses, des petits points à améliorer, des choses à... Voilà. Le règlement n'est fait que de ça, d'un plan graphique et d'un règlement écrit. C'est des choses applicables. Après, il y a des annexes, c'est le rapport de présentation, c'est les fiches immeubles, c'est des choses comme ça, des aides à la réflexion, mais qui ne sont pas opposables. Donc voilà, le fichier immobilier, c'est quelque chose qui
est obligatoire maintenant dans la rédaction des nouveaux plans de sauvegarde et de mise en valeur. Donc le chargé d'études doit visiter avec l'aide de la commune, parce qu'il faut écrire aux propriétaires privés, rentrer chez eux, prendre des rendez-vous, c'est un énorme travail. Il y a un taux de visite qui n'est pas toujours de 100%, on ne peut pas tout visiter, il y a des gens, il y a des immeubles inaccessibles, il y a des gens qui n'ouvriront pas leurs portes, mais voilà. Ces visites vont permettre à l'architecte, le chargé d'études, en lien avec la commune, les architectes des bâtiments de France, de dégager des typologies, d'établir une gradation en disant voilà, là il y a un plafond intéressant, là il y a des escaliers qu'on retrouve et qui méritent d'être sauvés. Tout ça va lui permettre justement d'être rentré au maximum dans les bâtiments et de pouvoir établir le plan graphique avec un juste regard, un regard le plus complet possible. Ces fiches sont des aides à la décision, ne sont pas opposables. Pour l'instant, elles restent des documents de travail, même si je sais qu'elles ont été publiées. Ça reste aussi des documents privés parce que, comme je le disais tout à l'heure, le plan de sauvegarde et de mise en valeur rentre chez les groupes, mais ça reste un document intime que chaque propriétaire doit garder pour lui. C'est la mairie qui est détenteur de ces documents et elle ne peut à terme le donner qu'aux propriétaires qui, voilà, c'est un peu l'idée. Aux propriétaires, à l'ABF, bien sûr, l'ABF, nous on a ça entre les mains, c'est effectivement le maître d'ouvrage et le ministère de la Culture, en lien avec la collectivité. Voilà un petit peu l'esprit des fiches immeubles. Les seules choses opposables, comme je l'évoquais avant, c'est dans le règlement écrit, à la fin, il y a des pages qui inventorient un peu les parcelles et qui disent là, il faudrait restituer le jardin originel en démolissant les constructions adventistes dans les cours. C'est quand même le gros de cette légende sur le plan graphique. Et est-ce que ça répond un peu à la question, à vos questions? Mais moi, je suis ouvert à des questions plus... Il y a plus de planches. Voilà. Bonjour à tous. Je vous remercie donc d'être présents. Nous n'avons pas été prévenus de votre présence, donc ceci étant, je ne le regrette pas, hein, je n'ai pas de souci avec ça, mais j'ai préparé un certain nombre de réponses, et notamment à ma question orale d'actualité, en fait, le truc, dans laquelle je vais évoquer pas mal de choses. Moi, ce qui me choque, disons, je vais commencer par le plus gros, hein, c'est que cette affaire nous est présentée comme étant une affaire élaborée par l'État. Or, tout ce que j'ai pu lire démontre que cette affaire est une affaire conjointe entre l'État et la collectivité territoriale. À telle enseigne que s'il n'y avait pas accord entre donc, ce que souhaite la commune et ce qui lui serait imposé, ça n'est pas décidé et tranché par l'État, ce serait tranché en Conseil d'État. Donc la commune a vraiment la main, la commune peut vraiment dire ça, on n'en veut pas. Alors ensuite, en matière d'urbanisme, il y a quand même des prescriptions. C'est-à-dire que autant on pourrait comprendre qu'un plan de mise en valeur puisse dicter pour l'avenir des choses à ne pas faire, autant il ne peut pas imposer, de notre point de vue, j'ai des exemples multiples, hein, que je citerai quelques-uns tout à l'heure, on ne peut pas nous imposer de décrire quelque chose qui a été fait et qui avait du sens. Par exemple, donc, il est question des garages. Mais les garages, ce sont les écuries des temps modernes. Des chevaux, on en a sous le capot de la voiture. Donc, c'est insensé, alors que le PLU actuel nous imposait, donc celui qui est en vigueur, celui de 2003, nous imposait la création de garages dès l'instant que, dans le cas d'une rénovation importante, on créait un logement où il y avait des logements dans la maison. Donc, c'était imposé par le PLU actuel.
Donc je connais même des exemples de personnes qui ont failli payer des amendes parce qu'elles ne l'avaient pas fait. Donc il y a vraiment des questions de fond extrêmement importantes qui méritent qu'on les regarde dans le détail, parce que lorsqu'on nous présente des généralités comme ça a été fait à X reprises, je reconnais que des présentations, il y en a eu faites, je reconnais que l'on a approuvé les principes du PSMV, mais le règlement tel qu'il est rédigé aujourd'hui comporte vraiment des vices, de mon point de vue juridique, hein, je ne suis pas expert, qui sont tout à fait contestables. Alors chaque réglementé ne va pas, il y en a plus de 2000 concernés quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a 1650 à peu près biens dans le secteur, il y en a 1683 moins les espaces publics, donc il y en a 1650, et chaque bien a un stand de copropriétaire. Moi j'ai un ami, et Jean-Claude Campos c'est un ami commun, ils sont 3 héritiers, ils sont donc 3 copropriétaires sur le même bien, sur une même adresse. Voilà, donc c'est énorme. Comme sujet, c'est un sujet énorme. Chaque réglementé ne va pas, donc, lui, poursuivre le tribunal administratif, etc. Notre rôle, ici, en tant qu'élu, et éventuellement les associations, c'est de s'occuper du sujet, de le traiter. Donc, c'est dans ça que j'ai adressé un courrier donc, à monsieur le président de la commission locale du secteur sauvegardé, donc qui est monsieur le maire, pour lui dire, il y a une commission spécialisée qui s'appelle la commission locale du secteur sauvegardé, qui s'est réunie pour la dernière fois en novembre 2021, alors que d'après son règlement, elle aurait dû se réunir une fois par an au minimum, c'est-à-dire en 2022, 2023 et 2024. Donc cette réunion ne s'est pas réunie, il faut en réunir une, compte tenu du fait que les exemples qui nous sont remontés prouvent qu'effectivement il y a des choses à traiter, et j'ai souhaité que participent donc à cette réunion, et le règlement le permet, les 3 entités qui se sont saisies du sujet, de la problématique. Donc un collectif citoyen qui s'est constitué, l'association Mieux Vivre Aigues Mortes et l'association Le Revivre. Donc si on veut travailler utilement, qu'effectivement Aigues Mortes puisse s'embellir et faire en sorte que les choses soient admissibles, il faut vraiment y travailler ensemble. Sinon, on contestera bien évidemment, ça prendra du temps pour tout le monde, de l'énergie, ça me paraît inutile. Alors, il y a vraiment tellement de choses à dire que c'est pas forcément le lieu, hein. Mais je vous dis, pour ce qui me choque le plus, c'est bien ça, c'est qu'on n'est pas maître de notre bien. Vous savez, j'ai fait le calcul, hein. Il y a 1650 biens, au prix des mètres carrés à Aigues Mortes, etc., c'est une enveloppe de 600 millions d'euros. Si vous voulez, l'État peut bien sûr racheter nos biens. En plus, on a besoin de solutions de location sur Aigues Mortes. Donc l'État pourra nous louer également. Et là, l'État pourra ensuite faire tout ce qu'il veut. Quand par exemple, donc, les ouvertures de fenêtres ont été agrandies, elles l'ont été parce que c'est tellement sombre sur un rez-de-chaussée à Aigues Mortes. Vous voulez que l'on laisse les éclairages en permanence 24 heures sur 24? Mais c'est insensé. Je vous dis, c'est plein de... Alors, excusez-moi. Permettez-moi un instant, avant de vous laisser échanger, d'être un peu factuel sur ce dossier. On l'a déjà évoqué au dernier conseil municipal, mais je vais encore le dire. Ce dossier du plan de sauvegarde et de mise en valeur remonte à 3 mandatures différentes, puisqu'il a été initié par la municipalité René Janot. Et le premier périmètre défini en 2005. Voilà. Donc, c'est pas hier. Ça fait 20 ans. D'accord? Ça sort pas de la boîte. Ensuite, donc, ça a été continué par la mandature de M. Cédric Bonato. Il y a eu donc la convention entre l'État et la commune pour justement donner une accréditation à aller solliciter les propriétaires et aller leur demander de bien vouloir accéder à leur immeuble, à leur propriété. Il y a eu le fichier qui a été constitué à cette époque-là. Tout cela est passé en conseil municipal. J'étais dans l'opposition et je l'ai voté parce que c'était une bonne chose. Voilà. Donc ensuite, ce travail s'est continué sous la présente mandature. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu dans cette mandature, bien entendu, la commission locale s'est réunie. Elle ne l'a pas fait depuis 2 ans, et ça je le regrette, mais elle s'est quand même réunie jusqu'en 2021. Ce n'est pas rien.
il y a eu le Covid. Oui, il y a le Covid. Je voulais éviter de me trouver des excuses faciles. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est un travail de pratiquement 20 ans. Voilà, 20 ans, 25 ans, ce plan de sauvegarde du minérateur. Ensuite, je ne peux pas dire que ça déprécie la valeur, je dirais, immobilière de toutes les maisons qui sont concernées. Il n'y a qu'à voir le prix et l'augmentation du foncier sur Aigues-Mortes pour s'en convaincre. Là, si vous voulez la précision, et ça, M. Paoletti le fera mieux que moi, c'est que nous sommes sur un document qui sert de base de réflexion. À ma connaissance, depuis 15 ans que je peux m'occuper un peu des affaires de la commune pour je n'ai pas eu vraiment d'exemple, à part le dernier qui a été souligné, mais qui apparemment n'est pas, je dirais, n'est pas aussi, on ne peut pas rédhibitoire que ça, n'est pas aussi impératif que ça. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu connaissance de problème à ce sujet, sachant que les ABF viennent tous les mois à Aigues-Mortes, consultent les dossiers tous les mois, reçoivent toutes les personnes qui veulent les rencontrer tous les mois, et je n'ai pas eu le moindre projet là-dessus. Voilà. Donc je voulais faire quand même cette précision qui a déjà été faite dans mes conseils, factuelle, savoir que c'est un dossier qui remonte à 2000, on va dire, voilà, pratiquement 1999, que le périmètre qui est là a été établi en 2005, que ce fichier a été constitué, celui qu'on vient de vous présenter, il y a 15 ans, voilà, et que ça ne sort pas de la boîte. C'est tout. Monsieur Paoletti, je vous laisse répondre, monsieur Rams. Non, effectivement, comme on le dit, ce sont des règlements qui vont un peu chez les habitants, mais sans ce qui est jaune à démolir ne veut pas dire quand on achète un bien, on doit le démolir dans l'instant. Il y a une incompréhension de ce qu'est un règlement de plan de sauvegarde et de mise en valeur. Comme disait M. le maire, c'est un document qui a été validé par des élus il y a une vingtaine d'années. C'est un long travail d'analyse qui a un but, c'est pas d'embêter les habitants, c'est de réussir à gérer le tourisme, la qualité du cadre de vie, à ne pas à garder une physionomie d'une ville exceptionnelle, dans un rempart datant de Saint-Louis. Donc c'est une des 120 villes de France qui a fait le choix d'un document visant à protéger son avenir. Si le document a mis du temps à s'écrire, c'est aussi un document qui va avoir une durée. C'est pas un document comme ça fait pour une semaine, un mois, c'est un document pour des décennies. Donc c'est ça qu'il faut dire. Après, quand vous parlez des garages, il y a des portes cochères, effectivement, de la maison Vigneronne, quelques façades un petit peu, comment dire, agricoles qui existent en façade arrière. Mais il y a aussi le garage ouvert dans les années 60 qui, lui, n'est pas patrimonial en diable. Donc, il y a tout ce règlement est destiné à comprendre ça et à améliorer le cadre d'une façade n'appartient. Si on dit qu'un bien appartient à quelqu'un, la façade, elle est à tout le monde. Tous les habitants, tous les touristes, la façade, c'est le paysage qui appartient à tout le monde. C'est des documents destinés à cadrer les toitures. La vue des toitures, elle appartient à tout le monde. Aux spectateurs, aux peintres, aux visiteurs. Voilà. C'est ce bien exceptionnel que la mairie, avant monsieur le maire, a décidé de protéger avec l'outil le plus fort qui est au niveau réglementaire, au niveau du code du patrimoine et du code de l'urbanisme. Monsieur Pignon, je vous en prie. Je vous remercie, M. Paoletti, pour ces explications. Moi, je rebondirai un petit peu du côté juridique pur. Parce que c'est quand même l'élément essentiel. On
parle du code de l'urbanisme, et effectivement, le code de l'urbanisme prévoit, dans l'article L 313-1, toutes les dispositions du PSNI. Alors, il y a néanmoins, je me suis un petit peu penché quand même sur la question, parce que, M. Paoletti, vous semblez un peu minimiser les choses, mais l'inventaire qui est mis en place, la jurisprudence, le Conseil d'État s'est penché sur la question et indique bien qu'il y a des limites. Et c'est vrai que ces limites, c'est que ces mesures ne peuvent néanmoins se fonder que sur des considérations patrimoniales. Elles doivent être justifiées soit par l'amélioration de la qualité du paysage urbain, soit par des impératifs de mise en valeur de l'immeuble concerné. Alors c'est tout le débat de la mise en valeur de l'immeuble concerné. Aucun autre motif ne peut être avancé. C'est une décision du Conseil d'État du 24 juin 1987, les époux l'official, qui fait référence en la matière. Donc effectivement, c'est tout contentieux, si un jour il y a contentieux, c'est de savoir qu'est-ce qui est véritablement indispensable pour l'harmonie de la ville, son développement. Comme je l'ai déjà dit par le passé, ce qui me semble le plus important, c'est d'accompagner. Et que lorsqu'on veut faire de la rénovation urbaine, lorsque les propriétaires veulent améliorer leurs biens, il ne faut pas les sanctionner, mais les accompagner. Je l'ai dit à maintes reprises, dans les réunions de Saint-Nicolas-la-Serre. J'ai voté également les dispositions dans son principe, comme l'unanimité des membres ici présents. Mais lorsque l'on lit effectivement la liste des impératifs donnés avec un objet louable, c'est-à-dire de remettre des points de verdure à l'intérieur des remparts, et demander parfois à certains propriétaires, depuis des générations, de supprimer des appendices qui ont été mis dans les cours, etc., qui l'ont acheté, qui ont été dans les actes notariés, etc., c'est vrai qu'on peut comprendre l'émoi que ça peut susciter. Mais sur le fond, on semble découvrir ces dispositions urbanistiques qui effectivement touchent aux droits de propriété, mais le Conseil d'État, effectivement, cadre ça de façon très précise. Et je pense que s'il y a aujourd'hui des réflexions à avoir, c'est sur la liste elle-même des différents biens qui sont concernés, de savoir véritablement ce qui concerne la mise en valeur d'un bien à de l'intrusion sur les propriétés de chacun d'entre nous. J'en aurais terminé. Oui, un point sur les cours. Effectivement, on sait que tout n'a pas été visité de manière exhaustive et que ce qui n'a pas été visité quand on établit un tel règlement, c'est protéger assez fortement, par hypothèse, qu'il peut y avoir quelque chose de bien. Or, comme le disait M. le maire, les architectes des bâtiments de France viennent souvent, visitent les lieux. On est capable aussi d'une analyse un peu, comment dire, parallèle au règlement. Et il y a des choses très protégées. Moi, il m'est arrivé de visiter des endroits où dans les cours, il y a des choses qui sont en carton, qui sont très protégées sur le plan, pas par l'erreur d'analyse, par le fait qu'elles n'ont pas été visitées, probablement. Donc il y a toute cette... il y a une adaptabilité grâce aux permanences régulières que nous faisons. En revanche, certes, on rentre un peu chez les gens avec un tel règlement, mais c'est déjà le cas sans le règlement appliqué. Depuis 2005 que le périmètre est appliqué, de la même manière, comme on n'est pas le plan qui catégorise les immeubles, n'est pas opposable et n'existe pas juridiquement parlant, puisqu'il a passé l'objet d'enquête publique. On est supposément, tout est très intéressant, et on doit rentrer partout et voir les projets. Donc il y a la réalité réglementaire aujourd'hui, c'est que l'architecte des bâtiments de France donne un avis conforme depuis 2005 sur tout ce qui se passe dans une cour, dans un toit, dans un immeuble, sur une façade. Pour autant, on donne cet avis sans avoir un règlement sur lequel s'appuyer. On peut se succéder et puis avoir une personne avant moi, une personne après moi et deux personnes avant. Et on peut avoir une analyse subjective qui est sensiblement différente. Il est quand même plus intéressant de s'appuyer sur un règlement
objectif, le fruit d'une analyse, même si à la marge, il y a une adaptabilité possible. Donc, pour vous dire, pour l'instant, la grosse surveillance de l'architecte des bâtiments de France, elle est déjà en place, mais sans règlement. Ensuite, pour répondre au point de telle parcelle, etc., l'enquête publique est faite justement pour recueillir l'avis des habitants, des propriétaires, qui vont pouvoir dire, mais moi, c'est pareil qu'un PLU. Pourquoi en PLU, ma parcelle n'est pas constructible? Pourquoi elle est en zone naturelle? Elle était en zone constructive? Ça interroge forcément chaque habitant. Et c'est pas un document, comme disait M. le maire, il a été validé à de nombreux moments, jalons, moi j'étais pas là, mais il a été validé. Maintenant, il suit ce process administratif pour finalisation. Et là, c'est démocratique, les gens ont leur mot à dire. Il y a un commissaire enquêteur qui va recueillir les désidératas de chacun, les observations de un chef. Mais le point important, c'est vrai qu'on dirait que va tomber sur la ville une espèce de poids réglementaire, il va te demander de démolir ça. On est déjà là-dedans depuis 2005. Quelqu'un qui... C'est vrai, là, il y a des avis conformes des architectes des bâtiments sur tous les travaux des membres depuis 2005. Ils sont révisibles. Ben voilà. Pour quelqu'un, le PLU de 2003, devrait aller strictement bien, en fait. Non, je crois donc le PLU... Non, mais le SPR, quand un site patrimonial remarquable est décidé par la ville, à vocation de plan de sauvegarde des listes en valeur, dès que monsieur le maire a signé cela, tous les travaux intérieurs, c'est comme s'il y avait supposément tout est intéressant, donc l'ABF donne son avis sur tout ce qui est à l'intérieur. C'est le cas dans l'extension de Nîmes aujourd'hui, qui n'a pas de règlement. Seuls les Cussons en a un, mais depuis un an, ils ont étendu considérablement la zone, toute l'avenue Feuchère, tout le quai de la Fontaine, tout ça. Tous les travaux relèvent d'une autorisation, et là, on ne peut pas s'appuyer sur un règlement. Donc ça passe par le ministre, etc. Je voudrais un peu revenir sur ce qu'a dit monsieur le maire, donc juste un peu. Au début de cette mandature, donc, on a désigné des membres des commissions. Au niveau de cette commission-là, si vous voulez, j'aurais souhaité qu'un groupe d'opposition donc y figure et en fasse partie. Et M. le maire a répondu, ah ben non, cette commission-là, les votes sont à la proportionnelle. Donc ce sera exclusivement donc, une commission dont les membres sont de la majorité municipale. Ensuite, on peut dire qu'effectivement, donc, il y a eu effectivement l'arrêté de 2005, il y a ça, mais le règlement, lui, il date de janvier 2022, le règlement dont on parle aujourd'hui, et le recensement des biens remonte au 23 juillet 2020. Donc voilà, c'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, sur les 120 plans de sauvegarde de mise en valeur sur la France, j'ai vu qu'il y en avait énormément, en tout cas plusieurs, qui actuellement sont en cours de révision. Alors, quelles en sont les raisons? On va questionner, on va prendre notre bâton de pèlerin, on va passer du coup de fil, on va essayer de savoir. Ce que je sais par contre, et l'info, je l'ai diffusé à l'ensemble des conseils municipaux, c'est qu'actuellement, il y a une concertation sénatoriale qui s'est émue des relations locales avec les ABF et qui donc nous interroge. Et donc, personnellement, j'y répondrai, et j'espère que nous serons 29 à répondre. C'est-à-dire que d'autres plus que moi sont en liaison constante avec les ABF depuis des années, je suppose qu'ils peuvent quand même exprimer un certain nombre de points de vue. Voilà. Ensuite, le point de vue juridique, le fait que c'était entré en application alors que ça n'est pas en vigueur, c'est quand même un vrai sujet. Alors on me dit, il y a eu peu de cas, etc. Ben moi j'entends parler d'un balcon qui, effectivement, donc, sur le boulevard qui conduit vers le marché, a dû être supprimé, parce que ça avait été demandé. Il n'avait pas envie. Je crois qu'il s'appelle Tissac, le monsieur. Voilà, après, je veux dire, et il y a un fort ressenti sur les mortes du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous nous dites, ben ça, on appréciera, etc., ben ça veut dire que ben, il fera plaisir à certains et pas plaisir à d'autres. Hein. Moi, j'ai regardé les fiches, par exemple, des élus qui habitent les Traces de Rosse.
ils n'ont pas forcément besoin de se lever à l'encontre de ce règlement. Voilà. Donc il y a un fort ressenti de ce point de mesure, et un règlement, ça doit se faire. Je voudrais quand même relever quand même quelques propos qui sont un peu exagérés de la part de M. Rams, surtout lorsque vous attaquez les élus qui habitent intramuros, et sachant que ce règlement, ce fichier remonte à une mandature qui n'était pas la nôtre ici. Donc vous vous adresserez aux élus de l'époque. Ensuite, quand vous dites que la commission locale ne serait composée que de membres de la majorité, je vous rappelle qu'il y a des membres qui sont des personnes qualifiées, qui ont été désignées, et que parmi ces membres figure une vice-présidente, je crois, d'une association dont le président est en face de moi. Donc vous ne pouvez pas nous accuser de partialité sur ce domaine, parce que, en plus, vous pouvez vous asseoir, monsieur, vous pouvez, non, monsieur, ne m'obligez pas à donner des noms, monsieur, voilà. Donc, ensuite, quand vous dites que vous n'êtes pas représenté dans les commissions, vous venez de me demander l'autorisation de remplacer votre président de groupe jusqu'à ce qu'il puisse revenir parmi nous, ce que je souhaite le plus tôt possible d'ailleurs, et je viens de vous dire qu'il n'y avait aucun problème. Donc, monsieur Rams, je ne peux pas vous laisser dire que vous êtes tenu en dehors du sujet parce que vous seriez dans l'opposition, et puis même à titre personnel, je peux vous inviter en tant que, je dirais, observateur à la prochaine commission locale, ça ne me pose aucun problème. Voilà, monsieur Paoletti, je vous laisse la parole. Non, mais c'est vrai que je n'avais pas répondu à cette question, monsieur le maire, c'est important. J'ai consulté, puisqu'on est un peu dans le juridique réglementaire, la commission, je pense qu'elle ne s'est pas réunie pendant la phase d'étude. C'est un moment où il y a des données à collecter, etc. Une phase administrative dans laquelle nous sommes. Vous dites que le document est signé de 2022, le règlement, et ça prend du temps de le valider. Il y a forcément, on ne peut pas le mettre à jour chaque minute. Il a fini ses missions, l'architecte du patrimoine. Donc la date 2022, 2021, 2023, peu importe, le document n'est pas appliqué, il n'a pas fait l'objet de l'enquête publique. Il n'existe que pour la mairie, a eu quand même elle a pas, peut-être qu'il n'y a pas eu ces commissions locales dernièrement, donc j'en viens à ce point. La conseillère juridique de la DRAC a dit, avant l'approbation, avant l'enquête publique et l'approbation du document, il n'y a pas de justification de convoquer la commission locale. Il n'y a rien à dire. Après, quand le document sera appliqué, il y a un minimum d'une fois par an, on est d'accord, et les gros projets, si monsieur le maire il veut réaménager la place Saint-Louis, ou c'est pas la mauvaise exemple, elle est très belle comme ça, mais un gros projet porté par un privé, par la collectivité, qui va quand même avoir des incidences, je ne sais pas, un projet de bâtiment neuf, ça va être une occasion express de réunir la commission avec l'architecte des bâtiments de France, mais qui n'en fait pas partie, qui est une personnalité extérieure, il n'est pas membre de la commission, mais il y a des experts, comme le disait monsieur le maire, du patrimoine, de l'économie locale, etc. Et là, ces projets vont être examinés collégialement. Voilà. Maintenant, sur le fond réglementaire d'un PSMD, quand vous dites 29, 120, enfin, tous ont la même philosophie de ne pas mettre du plastique, des pompes à chaleur n'importe comment, de faire des Vénus. Non, voilà. Et de rester. Quand vous dites les courettes d'Aiglemont, c'est vraiment très très petit en taille par rapport aux énormes courses d'hôtels particuliers parisiens qui avaient défrayé la chronique, puisqu'elles ont été. Maintenant, le Marais parisien, on sait qu'il n'y a plus de prix d'ateliers de tailleurs, etc. À l'époque, c'était pas du tout coquet ni propre dans les années 60. Et tout ça, ça a été peut-être trop pureté, mais c'était en plus des bâtiments peut-être de travail qui étaient peut-être plus intéressants architecturellement que des petites salles de bain ou des trucs. Ensuite, sur les courettes, puisque on est sur Aiglemont, c'est vrai que maintenant, on est dans une période. C'est des documents, comme on a dit, le PSMD, c'est des règlements
qui sont faits, quand vous dites pourquoi ils sont révisés, parce qu'il faut les mettre à l'heure du réchauffement, à l'heure de tous les problèmes climatiques, il faut les moderniser. Quand on a quelque chose de 1985 à Beaucaire, je veux dire, il faut le remettre aux exigences contemporaines. Donc, je pense que tout boucher, quand vous dites qu'il n'y a pas de lumière avec des grandes fenêtres, il n'y a pas de lumière non plus si on bouche la cour. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de jardin. Il faut voir aussi le côté époque contemporaine, vers quoi on va, le but à atteindre. C'est pas juste si on démolit quelque chose, c'est qu'il est entre guillemets une verrue, sauf erreur d'appréciation qui peut exister, mais je veux dire, c'est des gens sérieux qui font ce type de document. Et c'est pour ça que nous, c'est un confort pour les architectes du bâtiment de France que nous sommes, de s'appuyer sur de tels règlements, plutôt que de prendre la décision, on doit mouiller en découvrant les choses à chaque projet. Voilà. Bien, avez-vous d'autres observations, M. Rams? Oui, enfin, il y a, dans le détail, si vous voulez, j'aurai des choses à dire tout à l'heure, hein, donc je les dirai. Mais par exemple, les fiches qui étaient accessibles, donc si j'ai bien compris, elles ne le sont plus du fait de notre intervention le 15 avril, donc quand même, c'est-à-dire qu'on a lancé une alerte qui fait que vous vous êtes rendu compte qu'informer un tiers pouvait poser un problème, donc notamment les notaires, puisque j'ai compris qu'on ne transmettait plus aux notaires ces fiches-là. Mais ce que je veux dire, c'est que nos remparts remontent aux temps médiévaux. Alors, décider que nos maisons doivent ressembler à ce qu'elles étaient au début du siècle dernier, c'est assez arbitraire quand même. Mais c'est pas ça l'esprit d'un PSMB. Oui, mais on peut construire du contemporain, on peut... Laissez-moi finir. On peut aussi considérer que les architectes du bâtiment de France devraient s'intéresser quand même, donc, à ce qui s'est fait au niveau des remparts. Par exemple, l'entrée touristique sur la place d'Armes, si j'écrivais le règlement, je demanderais à ce que ce soit restitué aussi. C'est-à-dire donc que ce soit libéré. C'est quoi ce qui a été fait donc, sur la place d'Armes? Ensuite, il y a l'ascenseur, et j'en suis heureux pour les PMR, mais donc, alors qu'on nous interdit de modifier les accès dans les logements des personnes des privées, des propriétés privées, par contre, au niveau des remparts, on interdit l'accès aux pigeonniers. J'ai un excellent souvenir quand j'étais gamin de ce que l'on pouvait voir depuis le pigeonnier. On pourrait aussi vous demander de restituer les accès sur les boulevards intérieurs. Il y a plein d'escaliers avec une porte d'accès au rempart. C'est fermé à clé, ça n'est pas accessible. Voilà. C'est pas l'objet. Oui, bien sûr, ça ne vous intéresse pas. Je le comprends, bien sûr. Non, c'est pas l'objet du règlement. Le règlement, il ne va pas traiter un monument historique majeur. Ça relève pas de ce document. Et puis c'est pas. Et quand vous dites ça vous intéresse pas, non, c'est pas ça l'histoire. C'est pas. L'ABF n'est pas le décisionnaire. C'est un dossier, comme le dit monsieur le maire, c'est un dossier d'un certain nombre d'années qui a été accepté par tous. Maintenant qu'il y a une levée de bouclier contre ça maintenant, je ne sais pas, je trouve qu'elle est parfois pas trop argumentée parce que rien n'est opposable. Pour les fiches immeubles, je pense que le souci, c'est pas tellement qu'un notaire l'ait eu, c'est plus que c'est, comme je le disais auparavant, c'est la propriété privée. On décrit un bien qui appartient à quelqu'un, ça n'a pas à être diffusé plus azimut. Voilà, c'est tout, ça reste intime. Autre chose, monsieur Bertrand, nous vous l'écoutons. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, bonjour. Mesdames, messieurs les élus, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur Paoletti, bonjour. Je tenais déjà à vous remercier de votre présence et des explications que vous venez de nous faire. Je rejoins les propos de mes deux collègues, monsieur Pignat et monsieur Ram. C'est vrai qu'on a eu des contacts des riverains intramuros qui s'inquiètent un petit peu du suivi et de ce qui va se passer à l'avenir. C'est vrai que historiquement, on aurait dû, je pense, anticiper, mais c'est toujours pareil, c'est un problème de professionnalisme et de travail. Les anciens élus et maires de la commune n'ont certainement pas dû faire ce qui était à ce moment-là possible d'être fait, puisqu'on parlait de 2005, et on est en 2024. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que ça pose un petit problème.
Par contre, moi j'ai eu des remontées de personnes, non pas des personnes qui habitent et qui vont vivre encore des années, mais des personnes, des ayants droit, des personnes qui sont plusieurs sur un même produit, un même bien, et qui demain vont le céder. Et la problématique, on le céder pour des raisons personnelles, ça peut être des raisons, voilà, des raisons personnelles. Et ils s'inquiètent de ce qui va être réellement annoncé lors de la scission et de la vente du bien. C'est pour ça que moi je rejoins un peu M. Pignan, ce sera uniquement, je dirais, une concertation et ce sera du juridique. Et, il va y avoir des procédures qui vont être mises en place entre les propriétaires et les parties, donc pour vous, votre structure, et également donc, la mairie des Gomortes. Donc ce qui serait bien, c'est déjà de relever et nous dire réellement ce qui s'est fait sur la commune des Gomortes, parce que moi, la problématique que je me rends compte, c'est qu'il s'est fait des choses pendant un nombre d'années qui n'ont pas été, je vais modère les mots, qui n'ont pas été déclarées ou pas été suivies. Et on s'aperçoit qu'il y a des biens où il y a des cours qui sont aménagés, fermés, et quand il arrive une procédure telle que celle que vous êtes en train de mettre en place et qui est tout à fait justifiable, je ne relèverai pas ces problématiques-là, vont poser un problème, et un problème juridique. Donc le bien a été cédé à l'État, devant notaire, et après la personne qui voudra recéder à nouveau, pour des raisons personnelles, ce bien, va être confrontée à des problématiques de cession de ce bien, parce que des améliorations et des travaux auront été faits à l'intérieur du bien, et donc vous, à juste titre, vous allez signaler que ce morceau-là, ou ce bien immobilier, cette partie-là, doit être détruite. Voilà. Je vous remercie. Monsieur je pense que vous avez un peu débordé sur l'intervention de M. Pignan, il est là pour me remettre dans le droit chemin si je m'égare. Il a bien expliqué que la décision du Conseil d'État, sauf erreur de ma part, c'était que les architectes des bâtiments de France, sur un dossier, devaient s'en tenir à des critères d'appréciation très stricts qui sont basés sur la valeur patrimoniale et sur de l'objectivité quant à ce que représente le bien considéré. Voilà. Donc on n'est pas dans un folklore, c'est pas ce que vous allez vous le dire sans doute, on n'est pas dans un folklore d'interprétation, voilà, savoir si on est du jaune avec du bleu ou du bleu avec du vert. En ce qui concerne après les notaires, M. Paoletti me faisait remarquer qu'ils avaient été réunis, parfaitement informés sur ce sujet. Et ensuite, je voudrais quand même rappeler que depuis le début, on parle d'un règlement, mais que ce règlement, donc, il n'est pas opposable actuellement, et que tout ce dont on fait état repose donc sur des réglementations qui sont intérieures à l'adoption de ce règlement. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est de l'information des administrés, je rappelle qu'il y a eu 3 réunions publiques sur le sujet, avec la projection de tout ça, avec l'architecte conseil. Et qu'ensuite, il y a eu une exposition permanente pendant plusieurs mois à l'Office du tourisme. Alors, si ça, c'est pas de l'information, je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas que le débat est quand même très intéressant, parce que ça va nous permettre, et là, je rejoins M. Arams, dans la mesure où je vous ai proposé donc d'intégrer, non seulement d'intégrer la commission d'urbanisme et d'environnement qui doit se tenir, on en reparlera d'ailleurs dans pas longtemps, et d'intégrer à titre d'observateur, ce qui me dérange nullement, la prochaine commission locale qui sera faite, si j'ai bien compris, après avoir recueilli les observations de tout chacun du commissaire intérieur. L'affaire avant, je ne vois pas l'intérêt. L'affaire après, je vois de l'intérêt. Voilà. Donc, M. Martin, vous me prendre la parole. Je ne sais pas. Voilà. Alors, soit je m'exprime mal, c'est possible, hein. Soit à ce moment-là, vous allez au-delà de ma pensée. Je donnais un cas concret. A priori, moi j'aimerais bien que M. Paoletti, à ce moment-là, nous apporte une réponse sur un bien où, à ce moment-là, il y a eu des améliorations. Ces améliorations, dans la logique, elles ont dû être soit déclarées ou pas déclarées. Logiquement, avec les services de la DGFIP, on a maintenant les droits, donc ils surveillent, qui logiquement doivent faire des relevés. Ces relevés-là sont logiquement fonciers et ils sont taxables. Donc, quand je dis que je rejoins les propos plus techniques de M. Pignan, c'est que je me pose la question et les dériverais se la posent. C'est pour ça que je me suis permis, je sers entre guillemets d'interlocuteur, mais comment cela se passe? Comment un dossier, comment ça se passait?
Qui a le droit de, qui va faire que. Voilà, c'est juste ça, je demande. C'est un point bien spécifique. En fait, si je comprends bien votre question, c'est vous dites si on démolit 10 mètres carrés dans une cour, on les a plus en termes de foncier, c'est ça votre question? C'est ça, c'est oui. Un bien qui marronne. C'est arrivé, il y a là sur la commune, des biens qui ont été modifiés, pour X raisons, qui ont été modifiés, qui n'ont pas été déclarés pour X raisons. Elles ne sont pas, si elles sont soumises à la taxe foncière bâti non bâti, logiquement, là, à ce moment-là, on peut faire valoir ses droits. Et après, ça sera certainement une jurisprudence, c'est tout. C'est le point juridique qui va être mis en place, ça n'a pas du temps, mais ça peut être justifié. Dans un cas concret, comme je suis en train d'expliquer, comment cela va se passer? Est-ce que c'est vous, votre service, qui va imposer, mais qui va dire, donc, c'est la partie venderesse? Non, d'abord, il faut avoir démolir et vendre le bien. Le notaire va... Pardon, ouais, il y a une erreur là, parce que à aucun moment, on ne peut dire quand quelqu'un... Il y a une erreur de connaissance, je ne dis pas tout le monde, on ne sait pas tout. On ne peut pas dire, quand on achète quelqu'un, ni un notaire, ni nous, vous allez être obligé de le démolir. Ce n'est pas des paillotes sur la plage à Ajaccio. On achète, il y a du jaune sur le plan, ça ne veut pas dire, dès que tu l'acquiers, tu le démolis. Il y a une méconnaissance. Ça veut dire, au fil des années qui viennent, selon les opportunités du projet, selon le désir des habitants de retrouver un jardin en discussion avec la ville, avec nous, on pourra imaginer de le faire disparaître pour une trade, pour... Il n'y a jamais eu le notaire qui a cette vente qui a capoté. Ça s'est fait sur des fake news, comme on dit en anglais. Il n'y a pas un document qui dit... Et d'abord, le règlement, on y revient toujours, il n'est pas applicable. Les fiches immeubles ne sont pas opposables, elles ne le seront jamais. Il y a des gens qui ont sorti ça en disant que vous allez être obligé de démolir. Mais c'est des gens qui ne bossent pas, qui ne sont pas à la ville, qui ne sont pas au ministère de la Culture. Et voilà. Donc à un moment, on peut tout instrumentaliser, dire, mais nous, en tant qu'architecte des bâtiments de France, quand on voit du jaune, quand on voit ça serait bien décréter un jour, le seul truc qu'on va pas autoriser, c'est de tout ripolliner, de tout remettre en état, de changer les fenêtres d'une partie qui n'est pas autorisée, qui est une mini-paillote, on va dire. C'est ça, on va dire non. Si vous voulez faire un ballon, vous faites la partie patrimoniale, le reste, on peut l'améliorer comme ci, comme ça, sinon vous n'y touchez pas. On ne peut pas exiger de quelqu'un à la vente, voilà, là c'est un point quand même important. Parce que ça, effectivement, moi, si j'achetais quelque chose et qu'on me disait, tu dois démolir ça dans l'heure, ça serait pas grave. Mais pour autant, les gens qui ont des petits trucs orientés dans la cour, ils sont bien tout le temps de le supprimer à terme. Vous voyez? C'est pas Oletti. Le règlement du PSMB, c'est un peu comme les conditions générales de vente, que l'on ne lit jamais. N'empêche que, page 10, immeuble devant faire l'objet d'une prescription de modification, on y trouve, dont la réalisation pourra être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement public ou privé, dans le cas où le projet intéresse toute ou partie de l'unité foncière concernée. Donc ça, c'est ce que moi j'ai qualifié dans des publications Facebook de chantage potentiel, c'est-à-dire que si vous demandez par exemple une autorisation pour un ravalement de façade, on peut vous dire que l'accord ne sera accordé que si... Mais c'est... Alors, modifions ça. Non, c'est écrit ça veut bien dire ce que j'ai exprimé avant, à l'occasion d'un projet d'ampleur, puisqu'on voit les plans, comme on disait, mais tu n'as pas... À l'occasion d'un projet d'ampleur, on pourra dire, tiens, les chiottes au fond de la cour, pour les enlever, je parle un peu vulgaire, excusez-moi. Il y a quelque chose dont on dit qu'il faut les traiter. Si quelqu'un fait toute sa façade, tout l'immeuble, on va dire, tiens, ta façade au dernier niveau, tu vas la reculer un peu pour redonner
Enfin, il y a des tas de trouvailles. Moi, on n'est pas dans le projet. On est dans une espèce, moi que je comprends, hein, on est dans une peur d'un règlement qui est finalement calé sur la préservation du patrimoine d'une ville exceptionnelle et le vivre ensemble et la qualité du cadre de vie individuel et global. Il y a une association qui va faire en juin une rencontre à Angers qui s'appelle Sites et Cités Remarquables, qui est un interlocuteur qui peut vraiment vous rassurer parce que il fédère tous les maires, tous les élus, les associations des villes de secteur sauvegardé, dont les gens, en fait, vous ce PSMB, vous ne l'avez pas encore, mais vous êtes fiers de votre ville, et normalement, quand on a un tel outil entre les mains, qui est quand même on est content de l'avoir, parce que justement, c'est les garanties que tout évolue bien, de manière longue, c'est du long terme. Donc, moi, je vous engage plutôt qu'à rencontrer des gens comme ça, et à leur dire, si vous êtes inquiet, comment ça se passe ailleurs, à Bayonne, à Carcassonne, à Bélier, n'importe où, quoi, dans les 120. Monsieur Paoletti, vous nous avez dit aussi que désormais, ces fiches-là ne seraient pas remises à des tiers. Donc c'est un progrès. Mais moi, en discutant avec certaines personnes concernées sur le règlement, on me dit, mais auquel cas, il y a une difficulté pour nous. C'est-à-dire que nous, on a connaissance d'une servitude sur notre bien, et si on le vend donc sans l'évoquer, sans le faire savoir, on peut ensuite se retourner contre nous pour vite se cacher. C'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Ces fiches-là, on doit les reprendre pour faire disparaître tout ce qui est possibilité de contrainte sur des activités antérieures. Pardon, monsieur, mais de toute façon, avant même que le règlement soit appliqué, depuis 2005, un notaire doit dire tout ce que tu fais chez toi, t'achètes ça, tout ce que tu fais chez toi, puis c'est du toit, j'imagine, relève d'une autorisation, je parle même de l'aménagement de la cuisine, de la salle de bain, je parle du jardin, d'un bassin, relève d'un avis conforme de l'architecte des bâtiments. Donc si vous voulez que ça soit moins contraignant que ce règlement, bon, peut-être il y a des ABS plus sympas qui diront oui à tout. Voilà. Mais ça, le notaire ne l'a pas écrit. Bien. Je tiens à remercier monsieur l'architecte qui est dans le France, mais madame Van der Leyen doit prendre la parole, donc je vais inviter bien volontiers. Bonsoir à tous, merci monsieur Paoletti. Oui, nous recevons chaque mois un bon nombre de pétitionnaires, donc qui font des travaux intramuros et dans le site patrimonial remarquable. On discute avec eux, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils nous présentent ou ce que les architectes nous présentent, mais on arrive toujours à trouver des solutions, à leur donner des idées. Et parfois, ils sont contents parce qu'en fait, l'idée qu'on leur donne leur convient tout à fait. Quand on leur dit, si vous enlevez cette verrue dans la cour, vous pourrez faire ci, vous pourrez... Et c'est vrai que c'est bien perçu de la part des pétitionnaires. On a rarement, même moi, depuis que je suis élue à l'urbanisme, je n'ai jamais eu quelqu'un qui n'était pas content de la décision qu'on lui avait donnée. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus... dramatiser tout, rendre les gens angoissés, parce que j'en ai eu un rendez-vous depuis ce qui est paru sur Facebook, qui sont dans un état lamentable, et je trouve ça dommage de mettre les gens, les riverains, dans un tel état. On arrive à trouver des solutions. Donc je suis désolée, mais le service urbanisme, monsieur Paoletti, on est disponible pour vous, et on reçoit tous les pétitionnaires dès qu'il y a besoin de quoi que ce soit. Et il y a des gens dans l'assistance qui sont là pour le dire. Merci. Bien, merci Mme Marinarel. Donc, M. Paoletti, je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui va permettre de dédramatiser un peu ce sujet qui est sorti d'un chapeau comme ça. Voilà, merci M. le maire. C'était mon premier conseil. Au revoir à tous et au revoir. Une question orale d'actualité. Cette question, je vous la serai posée d'ailleurs, mais je peux la dire d'ores et déjà.
Qu'en est-il des réunions des commissions en matière d'urbanisme des Guemortes, commission municipale d'urbanisme et environnement, et commission locale du secteur sauvegardé? Je crois qu'on en a largement parlé tout à l'heure. Bon, bref. Par contre, j'ai une demande donc de M. Cédric Bonato qui nous dit: par ailleurs, pour la suite de la présence mandature et notamment dans l'attente de mon retour, que je souhaite le plus proche possible, je vous prie de bien vouloir accepter que mon collègue Joachim Rams me remplace en tant que membre de la commission municipale urbanisme et environnement. Je vous serai gré de bien vouloir confirmer à Joachim Rams votre accord sur ce point. Je vous l'ai déjà donné, M. Rams, donc vous serez membre à l'attendant le retour de M. Bonato de la commission urbanisme et environnement. Et je vous ai dit que vous seriez invité en qualité d'observateur à la commission locale sur le secteur sauvegardé. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question déjà ou pas? Je ne sais pas. C'est vous qui allez me le dire. Je vous donne la parole. Non, j'avais préparé de façon structurée l'intervention comme le prévoit le règlement intérieur. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir invité M. Paoletti. C'est intéressant qu'il vienne. Les échanges qui ont lieu vraiment tout à fait intéressants. Il fallait les avoir. Mais je vais me permettre quand même de l'exposer. Ça dure 4 minutes. Je suis un peu au-delà des 2 minutes qui nous sont autorisées. Je ne vous saurais pas agressif quand même. Non, mais je sais, là-dessus, il y avait pour nous un consensus, monsieur le maire, que j'apprécie beaucoup. Donc, si vous permettez. Donc, pendant la mandature, la commission municipale urbanisme et environnement ne s'est réunie qu'une fois, le 21 octobre 2020, pour l'élection de son vice-président, en l'occurrence Mme Patricia Van der Lende, adjointe à l'urbanisme, puis plus aucune autre réunion depuis 4 ans. Et pourtant, cette mandature a l'ambition de rendre possible une urbanisation dans l'espace naturel du Mas d'Avon, et il est œuvré sur la finalisation d'une révision globale du PLU, avec intégration d'une problématique plan de sauvegarde et de mise en valeur. Monsieur le maire, que comptez-vous faire de cette commission inexistante? Quant aux réunions de la commission locale du secteur sauvegardé, la dernière a eu lieu le 25 novembre 2021, puis on l'a dit tout à l'heure, plus de réunions en 2022, 2024 et 2023, alors que le règlement en prévoit au moins une par an. Cette carence des réunions annuelles de la CLSS, alors que le projet de PSMV est appliqué sans légitimité depuis quelques années, est très problématique. Monsieur le maire, nous vous avons adressé un courrier avec une copie à monsieur le préfet pour vous demander de réunir rapidement la commission en y invitant les 3 entités qui ont des points de vue à exprimer sur le PSMV, à savoir le collectif citoyen qui s'est constitué et les associations Mieux Vivre et Guemorte et le Revue. Monsieur le Président de la commission locale de secteur sauvegardé, que comptez-vous faire à ce sujet? Pour ça, vous avez confirmé qu'une réunion aurait lieu et que j'y serai donc en tant qu'observateur. Monsieur le maire, il semblerait que vous ne soyez pas conscient des très nombreuses anomalies qui existent dans les documents du projet de PSMV actuel. Le temps qui m'est imparti étant limité, loin d'être exhaustif, relevons que le règlement du projet PSMV de janvier 2022 prévoit, en page 2, que les fiches PSMV doivent être datées au pied. Or, elles ne le sont pas, et plusieurs réglementés ont constaté des fiches pas à jour. Que les biens soumis à prescription particulière figuraient sur la liste des 610 biens de l'annexe B du 23 juillet 2020. Or, ça n'est pas le cas. Au-delà des 610 biens, de très nombreuses fiches PSMV parmi les 1683 biens répertoriés comportent des prescriptions particulières sévères. Exemple, suppression de mon garage dans mon cas, une paille, rien que ça. En page 10, la mise en œuvre d'un possible chantage à l'obtention d'un accord sur travaux qui pourraient n'être accordés qu'en échange de la réalisation de la prescription exigée sur le bien. Je cite, il est écrit, la prescription particulière dont la réalisation pourra être imposée à l'occasion d'opérations et d'aménagements publics ou privés, dans le cas où le projet intéresse tout ou partie de l'unité foncière concernée. Toujours en page 10, gare aux maisons qui dépassent d'une tête ses voisines. Il est prévu de restaurer de façon homogène les élévations sur rue, d'où la mention, écréter le 2e étage du bien rue Victor Hugo, qui ne figurait pourtant pas dans les indications de la liste des prescriptions, mais qui s'est retrouvé sur sa fiche surprenante incohérence. Ensuite, le projet de PSMV, bien que non encore approuvé, est appliqué alors qu'il est intensément plus contraignant que le PLU en vigueur, donc non compatible.
le projet de PSMD comporte des prescriptions qui sont diamétralement opposées à celles du PLU actuel. Par exemple, celui de la création de la présence d'un garage par logement, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure. Bref, nous devons refuser que, quels que soient les travaux envisagés sur un bien immobilier, l'avis favorable des ABF puisse être conditionné à l'obligation de destruction d'un acquis antérieur de construction ancienne, telle que extension réalisée dans les cours, simple appentis, garage, balcon, modification des ouvertures, etc. De telles prescriptions impactant des réalisations anciennes antérieurement autorisées, voire imposées, par exemple des garages dans le PLU actuel, ou bien couvertes par des délais de prescription échus, 6 ans en matière d'urbanisme et 10 ans pour les copropriétés, sont absolument inadmissibles. Par ailleurs, Monsieur le maire, alors que les fiches PSMD de chaque bien doivent se trouver sur le site de la mairie dans le dossier annexe curieusement non réglementaire, elles y ont été retirées il y a 2 semaines. Alors pour quelle raison, vous nous l'avez donné tout à l'heure, mais par contre c'est une mention qui figure dans le règlement, donc pour au moins modifier le règlement sur ce point, si effectivement donc on considère qu'aujourd'hui il ne faut plus le faire. Pour quelle raison le service urbanisme a-t-il été fermé pendant 3 jours? On pense avoir compris. Est-il vrai que les fiches PSMD ne seraient plus remises au notaire? Je crois l'avoir compris tout à l'heure. Monsieur le maire, peut-on espérer que les alertes qui ont été lancées depuis le 15 avril aient permis une réelle prise de conscience des acteurs de la commission locale du secteur sauvegardé sur la problématique et que vous serez de notre côté celui de vos concitoyens? Merci, M. Reims. Madame Van der Leyen, pouvez-vous lever le mystère sur ces 3 jours de fermeture de service urbanisme? Oui, le service urbanisme a été fermé la semaine dernière, lundi, mardi, mercredi. Les agents étaient en formation pour la mise en place de la dématérialisation pour pouvoir déposer sur une plateforme les permis. Donc, ils avaient besoin d'une formation qu'ils auraient dû faire déjà depuis un petit moment. Voilà. Merci Madame Van der Leyen. Alors, je ne vais pas revenir sur... On a eu l'ABF qui était là, qui s'est expliqué sur toutes les questions que vous pouviez lui poser et sur tout ce qui a été développé dans votre exposé. Je voulais simplement dire que je crois avoir entendu qu'on nous faisait remarquer que les conseillers n'étaient pas au courant de la venue de M. l'ABF. Je pense qu'il n'était pas plus au courant de la venue de la commandante de gendarmerie la dernière fois. Mais c'est plus facile d'avoir quand même la commandante de gendarmerie que l'ABF. Et nous avons eu hier simplement confirmation de sa présence ce soir. Voilà.